Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce club francophone, votre émission consacrée aux livres et à la francophonie, à la télévision mais aussi en podcast radio. Aujourd'hui, l'écrivaine Valérie Clos vous emmènera à la Seigne-sur-Mer, ville de son enfance. Dans son dernier roman, elle retrace le parcours de sa grand-mère entre l'Algérie, la Seigne-sur-Mer et Paris. Un livre initiatique en quête de ses origines. Voilà Valérie, on arrive dans un lieu qui est très émouvant pour vous. Je sais que vous faites l'effort, je vous remercie sincèrement parce que c'est très difficile d'aller dans un endroit où on a vécu. Oui, il y a très longtemps. Et de n'y être jamais retourné. Voilà, donc c'est la première fois que je reviens dans ce lieu. Les jardins de Sande, voilà, c'est ça? Les jardins de Sande. Nous vous proposerons aussi un club de lecture, comme d'habitude, avec des passionnés de livres, dont un jeune lecteur lycéen, un focus sur l'actualité littéraire francophone et les pépites des libraires. On ouvre cette émission avec justement le club de lecture. Et pour ce club de lecture, nous partons dans un premier temps sur l'île de Porquerolles où nous avons rencontré une célèbre chanteuse qui a participé à un recueil de nouvelles autour de la mer et au profit de la préservation du littoral. Barbara Carlotti nous a accordé un entretien chaleureux au cœur de l'été. Au son des cigales, évidemment, qu'on entend derrière, il y en a partout autour de nous. Bonjour Barbara Carlotti. Bonjour. Comment allez-vous ? J'ai chaud. C'est très chaud. Vous avez participé aux Nouvelles de la mer, un recueil de textes avec une quinzaine d'auteurs, dont Capucine Rua, Sigolène Vincent, Nelly Ponce, Gérard Jugnot ou encore Simonetta Greggio. Les bénéfices des ventes de ce livre sont destinés à la protection pour l'environnement. L'écologie, c'est une préoccupation citoyenne pour vous, je le sais, mais aussi artistique. Je pense qu'une des meilleures manières de rendre sensible la défense du vivant, c'est de passer aussi par l'art, ouais. C'est de passer par la littérature, par les chansons, par la forme artistique. En fait, je pense que c'est une manière de le rendre encore plus sensible. Ici à Porquerolles, des associations comme Explore et Préserve œuvrent pour la protection du littoral. La biodiversité est remarquable sur le site et tout autour, dans la mer, juste à côté, c'est juste derrière nous, là, il y a des poulpes. Et le poulpe, c'est un animal très intelligent qui a inspiré votre nouvelle. En fait, je me suis dit, il pourrait être vraiment le symbole d'une forme d'intelligence qui nous échappe totalement. Il est joueur, en même temps il est attachant par plein d'aspects, et alors que son aspect pourrait être, est dans la littérature en plus depuis très longtemps, très rebutante, fait peur. Il y a des histoires de kraken, ouais. Il y a évidemment Jules Verne. Vous citez d'ailleurs le tableau, oui. Oui, voilà, donc il y a tout cet imaginaire de terreur autour de ces animaux qui sont des animaux extrêmement sympathiques et joueurs, quoi. Votre histoire se déroule en bord de mer, à Biarritz, un autre endroit qui pourrait rivaliser d'ailleurs avec Porquerolles parce que c'est vraiment magnifique, Biarritz. De jeunes gens disparaissent. Mais un jour, on en retrouve un collé à un rocher. On constate des mutations cellulaires inexplicables. Voilà. En fait, toute mon idée, c'était l'hybridation des corps. Alors, on va pas raconter ce qui se passe dans la nouvelle, mais pour moi, c'était important de se dire, on peut se sentir un peu poulpe. Et donc, tout ce truc d'hybridité, pour moi, symboliquement, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire en tant qu'être humain pour respecter mieux le vivant, en fait. Il y a une chanteuse aussi, une chanteuse comme vous, hein. Alors elle n'a pas les mêmes particularités. En fait, pour moi, c'était la figure de la petite sirène, mais sirène poulpe. Oui, c'est ça. Oui, pourquoi pas. Et surtout de lui redonner la parole, parce que le conte lui a enlevé la parole. Elle est bienveillante en tout cas, elle a une particularité, on ne va pas tout raconter, mais elle se rapproche un peu du poulpe, effectivement. Chanter, faire de la musique, Barbara, se produire sur scène surtout, c'est un peu animal quand même, hein. Alors il y a une part d'animal et puis il y a une part de monstruosité et de ridicule aussi, donc oui. De ridicule ? Oui, complètement, s'exposer comme ça aux yeux des gens et alors c'est un art aussi, mais il y a aussi cette part de ridicule qu'il faut assumer, de se grimer, d'assumer quelque chose comme ça, de son image, de son chant, de sa voix, de dire vous allez apprécier il y a je pense et c'est aussi ça qui est je trouve fort dans la représentation et dans l'acte de théâtre ou de voilà.
Vous vous sentez un peu ridicule parfois sur scène, vous? Complètement. Il y a plein de moments où je me demande, mais vraiment, il faut avoir ce goût-là pour pouvoir assumer ça. Mais j'adore, hein. Enfin, je veux dire, pourquoi pas. Enfin, c'est le clown, en fait. Oui, c'est ça. C'est l'idée du clown, évidemment, qu'on est tous un peu étranges et que cette étrangeté de la présenter sur une scène, il faut avoir ce goût du ridicule, je pense. Il faut oser, en tout cas. Mon humble avis. Vous osez pas mal, en tout cas. Et vous terminez votre récit avec une question qui pourrait être un parfait sujet de philo pour le bac. Ouais, c'est ça. Alors, je vais citer cette question. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Jusque-là, ça va. Ouais. Mais la conscience sans science peut-elle sauver l'humanité? Je répète, la conscience sans science peut-elle sauver l'humanité? Vous avez 10 secondes. Si cette question vient clôturer la nouvelle, c'est parce qu'elle est ouverte et que je n'ai absolument pas la solution et que ça me permet d'y réfléchir un peu tous les jours. Voilà. Merci beaucoup Barbara Carlotti. Merci à vous. Entretien ici à Porquerolles à la Fondation Carmillac. Je vais montrer ce livre, Des Nouvelles de la Mer, paru aux éditions Charleston. Merci beaucoup Barbara. À bientôt. Des Nouvelles de la Mer, c'est paru aux éditions Charleston et l'intégralité de cet entretien est à retrouver sur YouTube, sur la chaîne Le Club Francophone. Avant notre grand entretien reportage, place aux pépites des libraires, une séquence qui met en valeur un libraire francophone qui a 3 minutes pour nous convaincre, me convaincre aussi de lire 2 de ces pépites dénichées dans sa librairie. Aujourd'hui, on retrouve Josiane Letourneau de la librairie Mediapol à Montréal. Bonjour Josiane. Bonjour Emmanuel. Comment ça va à Montréal? Ça va toujours aussi bien. En fait, on est chanceux. Il fait beau aujourd'hui encore. Alors, c'est merveilleux. Très bien. Bon, il fait froid quand même parce qu'on est dans une période un peu charnière. Allons-y pour notre premier petit jeu de la séduction. Vous avez 3 minutes pour nous convaincre de lire 2 livres de votre choix, 2 pépites que vous avez en librairie, Josiane. Alors, une première pépite qui scintille de mille feux, on parle des ressources, le livre Les ressources naturelles de Christiane Vatelin aux éditions Alto. C'est son 2e roman. Elle nous avait offert Faune. Et là, en fait, dans ce roman-là, on nous invite dans l'entreprise verte Torrent, qui est une entreprise qui contrecarre toutes les problématiques environnementales. En fait, ils développent des moyens. Ils vont développer des technologies, mêler ça au vivant pour contrecarrer les marées noires, toutes ces problématiques de réchauffement climatique. Mais là, il se passe quelque chose. En fait, l'équipe est complètement médusée. Ouais. Ils apprennent que dans le golfe du Saint-Laurent, il y a une partie du golfe qui est complètement dépourvue de tout être vivant. Et ça, c'est une nouvelle complètement affreuse qui sidère toute l'équipe et ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer de découvrir ce qui se passe. Alors, c'est 250 pages d'une écriture extrêmement maîtrisée. C'est magnifiquement écrit. Ça flirte un peu avec la science-fiction, mais pas trop. C'est ça le problème. En fait, c'est quand on parle d'environnement, c'est que voilà, si on parle d'écologie, d'environnement, quand il y a de la science-fiction, ça noie un peu le message, non? Ça semble quand même assez véridique. On est plus dans l'anticipation. On a l'impression d'être dans le prolongement d'une problématique qui est tout à fait réelle maintenant, en fait. Bon, d'accord. Rappelez-nous le titre du livre et de la maison d'édition, s'il vous plaît. Ça s'intitule Les ressources naturelles de Christiane Vatelin aux éditions Alto. OK. Deuxième pépite avec... Deuxième pépite. Oui, en fait, avec un livre qui s'intitule Transmission, les héritages de la baie James. C'est une magnifique bande dessinée qui a été mise en couleur par Christian Kennel, qui a fait un travail merveilleux avec plusieurs autres œuvres. Annie Desrochers est journaliste. Elle nous raconte l'histoire, en fait, de son grand-père qui, à une époque, au début des années 70, début du grand chantier du barrage emblématique de la baie James, en fait, il était conseiller politique et il est mort dramatiquement. Elle va partir vers la baie James dans cette BD-là pour nous raconter une histoire qui, oui, est certes sociale et politique, mais qui est très, très intime, très importante pour elle. Elle va nous raconter cette histoire-là. Et en fait, c'est vraiment... on est presque dans un roman policier. On est dans une enquête. On est dans une enquête qui va nous renseigner sur l'impact que ça a eu, ce chantier-là, à l'époque. Gros impact. Hein. On a énormément parlé. Et ça a été en partie un scandale, d'ailleurs. Et c'est en fait une histoire qui est très actuelle. On voyage dans les images de Christian Kennel de façon tellement fluide. C'est juste magnifique. Déjà, quand on ouvre, on est séduit par le travail extraordinaire qu'il fait au niveau de la BD.
Entre la bande dessinée reportage finalement et Absolument. la bande dessinée de fiction avec un sujet fort présent encore aujourd'hui dans la mémoire du Québec et du Canada. Très bien, M'enlever les mots de la merci. bouche. Je vous enlève tous les mots de la bouche aujourd'hui. Merci Josiane Tourneau, vous nous avez convaincus. En tout cas, de mon côté, ça va. Nous laissons sur Internet les références de vos choix. Je rappelle que vous êtes libraire à Montréal, dans la librairie Mediapol. À bientôt. Au revoir Josiane. À bientôt, merci. Et voici notre grand entretien reportage de la semaine. On part à la Seine-sur-Mer, dans le sud de la France, avec Valérie Clos. Voilà, on est arrivé dans un endroit magnifique. Bonjour Valérie Clos. Oui, bonjour Emmanuel. Merci beaucoup d'avoir choisi la Villa Tamaris. Oui. C'est un haut lieu d'exposition. Et vous avez vécu ici, on va parler de votre roman, Aziza, paru chez Buchet-Chastel, qui raconte l'histoire de votre grand-mère. On va faire cette déambulation à la Seine-sur-Mer, parce que Tamaris, c'est ici. c'est Voilà. le quartier de Tamaris. C'est le quartier de Tamaris. Alors la Villa Tamaris, elle a été construite par Michel Pacha à la fin du 19e siècle. En fait, c'était un fou d'orientalisme. Il a vécu à Istanbul, d'où mon choix après pour le prix de Quai d'Orsay. Alors vous avez été finaliste du prix du Quai d'Orsay, ce qui Voilà. vous a permis d'avoir une résidence dans une ambassade de Voilà. France, et vous avez choisi justement J'ai choisi Istanbul. Istanbul pour ce petit clin d'œil à Michel Pacha, donc, qui a construit ce quartier. Et moi, j'ai vécu vraiment à 5 minutes, là, en voiture d'ici. Ce que vous aimez dans cette ville, dans ce quartier, c'est qu'il y a une dimension orientale. Pourquoi je parle de ça? Parce que votre histoire familiale, elle est liée à l'Algérie. Et vous avez, quand vous étiez enfant, fait ce parcours entre la Seine-sur-Mer, ici dans le Var où vous viviez, et puis Paris, avec toute l'histoire de l'Algérie derrière. En fait, j'ai vécu 30 ans, enfin j'ai grandi ici dans ce quartier, j'ai vécu 30 ans en région parisienne et je suis revenue depuis 2 ans dans la région, d'abord 1 an à Tamaris. Et c'est en revenant ici, je me suis aperçue que c'était un écrin de beauté orientale. Et j'ai repensé à ma mère qui, quand elle est arrivée dans ce quartier avec mon beau-père, a eu un coup de cœur. Et je me dis, est-ce que ce coup de cœur, est-ce que c'est pas un écho à son enfance? Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à écrire ce livre vraiment ici. Ah, Voilà. vous avez commencé à écrire? Oui, j'ai écrit. Alors un peu plus haut, à la Villa Eugénie, parce que Ouais. je suis revenue vivre Ah oui, il y a 1 la an Villa ici. Eugénie Voilà. derrière. Ouais. Alors vous le dites, ce livre, vous ne vouliez pas l'écrire au départ. Il est arrivé presque tout seul, instantanément. Il est arrivé en revenant ici, en étant dans ce quartier, en voyant les maisons orientales. Finalement, ce livre, c'est l'histoire de ma grand-mère maternelle et l'histoire de ma famille et de la guerre d'Algérie. C'est l'histoire qu'on ne m'a pas racontée, C'est ce ça. livre. Voilà, C'est ça. exactement, c'est ça. En fait, vous êtes allé chercher l'histoire de votre famille. Exactement. Et ça a été un bol d'air, sans faire de jeu de mots, parce qu'on a beaucoup de vent ici. Mais c'est vrai que ça vous a Mais aidé c'est à... Mistral, Oui, c'est c'est le le sud. Mistral du sud du Var. Voilà, c'est la beauté Mais de... ça vous a permis de mieux respirer après, d'avoir Ah mais oui, cette histoire-là, parce qu'on sent vraiment dans votre écriture que tant que vous n'avez pas dénoué l'histoire de votre famille, vous êtes un peu entravé. Je me sens incomplète. Oui. Je me sens incomplète, entravée, oui, c'est peut-être le mot. C'est-à-dire que j'avais besoin de retrouver, je parle de puzzle dans mon livre, j'avais besoin de retrouver l'histoire, de remettre du sens dans cette histoire familiale pour me sentir plus complète, pour comprendre d'où je venais. Parce que finalement, je trouve que c'est pas rien de partir, c'est quand même c'est un exil. Ouais, Ils sont partis précipitamment, ils ont tout laissé. Et alors bien sûr qu'ils étaient français, ils sont venus en France, mais voilà, c'est pas rien de quitter une culture, une langue, le soleil, de tout reconstruire. Vous pensez que sans ces racines, un enfant, un jeune adulte ou un adulte quand il prend de l'âge, il est incomplet? Moi j'ai l'impression que c'est important pour comprendre d'où on vient et psychologiquement je pense que c'est important. Et puis moi j'aime bien aller fouiller là où c'est un peu oublié, où c'est un peu sombre. Mais à quoi ça sert de savoir? Oula, à quoi ça sert? Vous êtes posé la question?
Alors, c'est vrai que dans le livre, je fais parler ma mère. Oui. Je lui dis, parce qu'elle me dit, mais qu'est-ce que tu as à remuer ces vieilles C'est histoires, ça, on elle vous s'en dit tu fout. fouilles trop. Tu fouilles trop. Mais moi, je pense que c'est important. Alors peut-être qu'elle, elle n'a pas la même vision que moi, parce qu'elle est née en Algérie, elle est arrivée en France, elle avait 15 ans, donc elle s'est intégrée à la vie française, mais elle n'a peut-être pas la même vision que moi. Moi, j'avais besoin de savoir, de connaître cette culture. Voilà. La Méditerranée, elle est juste en face. Exactement. On va y aller tout à l'heure. Vous allez voir une villa incroyable. Ici, il y a une villa qu'on appelle la Villa Jaune, je crois, mais elle a notre nom. Et elle fait vraiment penser aux villas d'Orient, d'Algérie. On en trouve en Tunisie, au Maroc. Il y en a plusieurs. Hein. Il y a les jardins de Sande, Mmh. où vous avez vécu. Ouais. Et on va aller voir, c'est juste derrière. On y va? On y va, Dans le vent. dans le vent. Dans le vent du sud. Voilà Valérie, on arrive dans un lieu qui est très émouvant pour vous. Oui, Je sais que vous très. faites l'effort, je vous remercie sincèrement Ouais. parce que c'est très difficile Mm. d'aller dans un endroit où on a vécu Oui, il y a très longtemps. il y a très longtemps et de n'y être jamais retourné. Voilà. Donc c'est la première fois que je reviens dans ce Les lieu. jardins de Sande, hein, Voilà. c'est ça? Les jardins de Sande. Georges Sand y a habité. Ah bon? Ouais, elle y a habité pendant 3-4 mois. Elle a eu une longue maladie et ensuite elle y a habité. Et ça a été une villa qui a été rasée. En 1975, ils ont rebâti tout ce complexe-là et j'ai vécu là pendant 12 ans à peu près. Donc oui, c'est chargé de souvenirs là. Bon, on va voir un point de vue, comme on dit. Oui, il y a la mer, je là, crois qu'il y a juste la mer derrière. de côté. Si mon souvenir est bon, parce que attendez, c'est peut-être dans Mais mon tout a changé, autant c'est il y a... peut-être Mais dans vous mon savez, imagination. Hein. Souvent, on a ça. Bah oui. C'est qu'on a des souvenirs d'enfance, on croit qu'il y a eu des espaces très grands, ou en tout cas un Exactement. jardin d'enfant. En fait, c'est pas du tout ça. Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est que, comme vous dites, vous êtes retourné vivre ici, Un à peu la plus haut. Seine-sur-Mer, un peu plus haut, juste à ouais. côté de là. Ouais. Et vous dites dans le livre, j'ai le sentiment désagréable d'être une feuille qui virevolte au gré du vent, toujours prête à partir, que j'habite ici ou ailleurs. Quelle importance. Oui, bah, tout ça, c'est aussi en écrivant ce livre. Je me suis aperçue que j'avais la manie de déménager. C'est-à-dire qu'en Ouais. 14 ans, je déménageais tous les 2 ans à peu près. Tous les 2 ans? Ouais. Enfin, pas en 30 ans, pardon. J'ai déménagé tous les 2 ans. Ça veut pas à peu près 2 ans et demi dans chaque lieu, ce qui est quand même beaucoup. Et je me suis dit, mais finalement, j'ai envie de m'attacher à un lieu et j'ai toujours peur en fait de ne pas pouvoir y rester, d'être chassée. Enfin, il y avait toujours ce sentiment-là qui m'habitait quand j'étais dans un lieu. Séquence nostalgie. Séquence nostalgie avec le vent qui revient. Et moi, j'étais là, en face. D'accord. Donc effectivement, on avait cette vue Ah bah oui, ah oui. Là où il y a la dame, ah, là. vous habitiez là, d'accord. où il y a la dame qui sort. Voilà, j'habitais là. La dame qui sort en blanc là-bas. Ouais. Voilà, c'est quand même une vue. Ah, c'est incroyable. Ouais. Tout qui fait presque 180 degrés là. Ouais. Et revenir habiter ici, Valérie Clos, alors? Ah non, ça par contre, non. Non, ah non. Non. Non, parce que c'est le lieu de mon enfance. C'est pour ça que quand je suis revenue ici, j'ai eu quand même du mal à vivre à Tamaris. Peut-être aussi parce que ça venait convoquer tous ces souvenirs et que c'était compliqué. Et là, d'habiter à Toulon, voilà, il y a un peu la distance et je me sens mieux. Vous parlez de la langue française dans ce roman. Mhm. Elle est très présente parce que vos grands-parents, ils prennent la langue française comme un outil de transmission. Oui, Il y a une histoire incroyable avec votre grand-mère, c'est qu'elle s'appelle Aziza, ouais. sauf que vous l'apprenez dans les années 80, au moment où il y a un célèbre chanteur qui s'appelle Daniel Balavoine, En qui a un 85, succès ouais. considérable en 85. Vous regardez la télé avec vos grands-parents, et là, il se passe quelque chose avec votre grand-père. Bah oui, c'est toute l'histoire du livre parce que j'apprends à ce moment-là que ma grand-mère s'appelle Aziza, alors que depuis que je suis petite, on l'appelle Mémé Lulu, Lulu, Louise. Et donc là, mon grand-père se lève devant le chanteur et dit « Mais tu vois, regarde ton prénom comme il est beau, Aziza, comme c'est beau !» Et en arabe, Aziza, ça veut dire aimer, chérie. Ouais. Et elle ne voulait pas du tout entendre parler de ce prénom. Parce qu'en 62, quand elle est arrivée, elle voulait tellement s'intégrer, elle voulait tellement se franciser, entre guillemets, elle avait décidé de s'appeler Louise.
Et d'ailleurs, de tous ses frères et sœurs, elle avait beaucoup de frères et sœurs, c'est la seule qui avait un nom oriental. Et moi, je trouvais ça dommage. Et voilà, avec le recul, j'avais envie de lui rendre honneur et d'écrire ce... Parce que ça veut dire beaucoup, finalement. Ouais. Bon, on va aller au bord de la mer, parce qu'on la voit depuis tout à l'heure. Oui, là, on va Essayons vraiment d'aller un peu approcher, presque les pieds dans l'eau, Ouais. avec une villa, je vous en parlais tout à l'heure, qui va nous faire penser à l'Algérie, au Maroc, à la Tunisie. Il y en a plusieurs ici. Hein. Ouais. Alors on va en voir une plusieurs. déjà. Soyez pas trop exigeante. On va Mais déjà ici, en il y voir a plein de petites villas orientales, un peu aussi italiennes. Ouais. Il y a plein de petites pépites. C'est vrai. Ici, C'est vrai. Allons-y. Voilà cette fameuse villa Valérie Clos. Il y en a plein ici. Dans votre roman, Aziza, vous racontez effectivement ce parcours de votre grand-mère de l'Algérie à la France. Et quand elle arrive ici, quand vous êtes ici dans le sud de la France, dans le Var, la Seine-sur-Mer, vous dites il y a des maisons qui font penser oui, mais je trouve que par exemple... à l'Algérie, à l'Orient en général. À l'Orient en général. Je trouve que par exemple cette maison, elle me fait penser... ça m'a rappelé l'Orient. Alors quand vous la voyez, cette Méditerranée là, avec cette ouverture, parce que oui, là on est... l'ouverture est de l'autre côté. Vous avez la ville de Toulon sur la gauche, vous avez une grande digue, Saint-Mandrier, et juste en face, c'est là que passent les bateaux, notamment pour la Corse, et c'est le grand large. Et c'est le grand large que je vois d'ailleurs de maintenant, parce que j'habite à Toulon, et j'habite juste en face la Méditerranée. Je vais à 180 degrés, et c'est tous les matins je me réveille, et voilà, c'est un bonheur. Et je crois que j'ai vraiment besoin de ce paysage. Je me sens ancrée depuis que j'habite là-bas. Vous écrivez quelque chose en repensant à votre famille qui a un grand écho dans ce roman-là, dans ce roman Aziza, Valérie Clos. Vous dites c'est vertigineux de penser que pendant des siècles, nos ancêtres vivaient sur une terre que l'on ne connaît pas, avec une culture différente. C'est vertigineux. Oui, c'est vertigineux. Ça va jusque-là. Oui. C'est une question très importante. Merci de me la poser parce que oui, c'est ça qui m'a fait beaucoup réfléchir parce que effectivement, ça fait des siècles que ma famille habitait de l'autre côté de la Méditerranée. Moi, je suis la première avec mes cousins à être née sur le sol français. Et c'est toute une nouvelle page de l'histoire de ma famille, mais l'histoire de France, parce que la petite histoire vient se mêler à la grande histoire. Et c'est quand même incroyable. Bon, votre roman est paru chez Buchet-Chastel. Oui. Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour la suite. Merci Il y a un livre beaucoup. jeunesse qui va arriver d'ailleurs chez Actes Sud. Oui, exactement, normalement au printemps prochain. Merci Valérie. Voilà. Je vous laisse aller mettre les pieds dans l'eau là-bas. Oui, voilà, allons-y. Allons-y, merci à vous. Merci. Ah ben voilà. Voilà. Oh, c'est froid. Bon, ça va, elle est pas si froide. Et vous le savez, chaque semaine, nous invitons un lycéen qui vous conseille un livre de son choix, toute catégorie, tout genre confondu, liberté totale. Aujourd'hui, nous accueillons Esteban, qui était déjà venu. Bonjour Esteban. Bonjour. Tu es en classe de terminale au lycée Costebel à Hyères. Oui. Et tu as choisi cette fois un livre dans le domaine du théâtre. Exact. Donc j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui la pièce de théâtre Art, donc écrite par Yasmina Reza, autrice française aux origines multiethniques. Oui. Donc ce livre présente différents domaines, mais notamment un ouvrage, une peinture en fait, qui est blanche avec des fins lisérés blancs et qui pose un problème sur le trio des trois personnages, donc qui va créer une tension qui va constituer le nœud de l'intrigue. Oui. Et donc ce livre m'a beaucoup intéressé, m'a profondément ému, notamment par son côté artistique, puisque je pratique l'art au quotidien, à travers la musique, donc je joue du violoncelle. Ah oui. Et également à travers l'écriture, puisque je fais de la poésie. Des poèmes. Et donc j'ai notamment créé un projet avec le photographe
Patrick Forger cet été lors d'un festival de musique en Normandie, et avec une exposition de photographie et de poésie. Ouais, il a plein de projets, Esteban. Il faut savoir qu'à chaque fois que je le vois ici, il a toujours un projet à nous présenter. Alors, le débat surtout de ce livre, parce qu'on va rester sur ce livre-là, c'est le débat sur l'art contemporain. Oui. Donc les personnages vont s'étriper comme ça autour de l'art contemporain, et ça va aboutir à des réflexions sur la vie au final. Exact, oui. Mais tout d'abord, la première réflexion qui est faite, c'est sur la valeur de l'art, en fait, puisque le tableau est vendu à la somme un peu exorbitante de 200 000 francs. Et donc, je dirais que la valeur de l'art, en fait, tout d'abord, le mot est polysémique, puisqu'on peut constituer une valeur en unité monétaire, donc, qui dépend du temps passé sur l'œuvre d'art, mais également de la créativité, de l'innovation de l'artiste. Et puis, il a la valeur sentimentale, donc liée aux émotions, et ça, c'est propre à chacun. Alors, cette pièce a reçu 2 Molières en 1995, gros succès pour Yasmina Reza. Alors, je l'ai déjà dit dans cette émission, tu écris des poèmes, tu l'as rappelé. Tu en as un à nous lire, par exemple là ? Oui, j'en ai un à vous lire qui concerne la liberté. Ah bah, ça tombe bien. La plume. Légère comme la brise, élégante, elle fend l'air. Voyageuse et téméraire, la plume paraît soumise aux aléas de la vie. Mais il n'en est rien. Naïve, elle traverse les pays, libérée et fugitive. Magnifique. Eh bien, écoute, continue comme ça. T'en as écrit combien des poèmes ? Au total, je dois en avoir à peu près 200 décomposés en 4 collections avec 13 recueils. Et donc, on observe une évolution au fil des recueils, au fil des collections. Et tu as quel âge ? 16 ans. Tu n'as jamais publié ? Non, pas encore. J'ai déjà envoyé à des maisons d'édition qui ont accepté, mais je recherche un contrat à compte d'éditeur comme les grands auteurs. Avis aux éditeurs qui nous regardent, qui nous écoutent. Vous me connaissez, vous avez vu Esteban, je pense que vous pouvez y aller. Merci Esteban. Merci beaucoup. Un dernier conseil de lecture avec ce dernier roman de Philippe Besson. Comme à son habitude, il propose une histoire à fleur de peau autour du harcèlement scolaire. Hugo, 14 ans, ne supportera pas de se faire maltraiter au point de commettre le pire. C'est le papa dévasté qui va raconter ce qui s'est passé, ce qu'il a découvert. Et franchement, parfois, c'est insoutenable tant l'émotion est forte. C'est le talent de l'auteur qui sait mettre des mots sur l'inacceptable pour que cela ne se reproduise jamais. C'est fabuleux, magnifique. Philippe Besson, vous parlez de mon fils, est paru chez Julliard. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Cette émission vit aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube et en podcast. Faites passer le message. Merci à toute la formidable équipe qui m'accompagne. Bon week-end et bonne semaine à vous tous. À la semaine prochaine.